Par la deuxième noble vérité, la vérité de la cause, le Bouddha invitait à regarder directement la mécanique de la souffrance. Il s'agit bien d'une simple mécanique. Une observation qui révèle quelque chose d'étonnant, on ne souffre pas tant à cause des problèmes que l'on rencontre qu'à cause du besoin compulsif qu'a l'ego d'en créer de nouveau. La paix, ce qu'on appelle la paix, n'est pas absente, elle est déjà là, mais elle demeure dissimulée derrière le brouhaha que produit l'activité incessante du moi. Et l'approche du zen ne consiste pas à fabriquer la paix, mais à cesser d'alimenter ce qui la recouvre. La paix est notre condition première. Il n'y a pas de raison de la recouvrir. Mais le moi a besoin d'inquiétude pour exister. Alors cette affirmation peut paraître étrange, pourtant chacun peut l'observer. Qu'arrive-t-il lorsqu'un problème est résolu? Alors pendant quelques temps, pendant quelques secondes ou quelques minutes, tout paraît léger. Puis presque aussitôt, une nouvelle préoccupation surgit. Tout le monde peut l'observer. Le mental cherche autre chose à corriger, à anticiper ou à craindre. C'est comme si une partie de nous ne pouvait demeurer longtemps sans objet d'inquiétude. C'est un peu comme les chiens qui retournent toujours à leur os favori. Notre inquiétude, c'est notre os favori. C'est généralement toujours le même ou toujours la même. Et le mental, c'est ce que fait le mental avec les soucis. Dès qu'un espace de silence apparaît, eh bien le mental se précipite pour le remplir. Alors il déterre un souvenir douloureux ou une injustice ancienne, une contrariété récente ou une peur concernant l'avenir. Mais tout semble préférable au silence. N'importe quoi sauf le silence. Parce que le silence représente une menace pour l'ego. Un ego en bonne santé est un ego préoccupé, si l'on peut dire. Il court, il planifie, il compare, il juge, il critique, il regrette ou il espère. Il lui faut constamment quelque chose à faire, un os à mâcher. Son activité n'est pas de résoudre des problèmes, mais de maintenir l'impression qu'il existe réellement, et en particulier en ayant des problèmes. Peu importe que cette activité soit noble ou mesquine, il peut décider de sauver le monde ou de se disputer avec son voisin. Dans les deux cas, l'ego trouve matière à affirmer sa présence. C'est ça qui compte, affirmer sa présence. Et il est obligé de le faire parce que sa présence n'est pas du tout garantie. C'est un concept, comme on l'a dit, qu'on a introduit artificiellement dans ce qui n'était pas nécessaire.
L'ego ne s'intéresse pas véritablement au bien ou au mal, il cherche avant tout à demeurer au centre du jeu. J-E-U. C'est pourquoi nous sommes si nombreux à sembler incapables de rester quelques minutes, quelques instants tranquilles et sans distraction. On pourrait dire que rester tranquille et sans distraction, c'est inhumain. L'agitation est devenue notre preuve d'existence. Je m'agite, donc je suis. Et pourtant, notre recherche dans l'agitation est l'obstacle lui-même. Dans le zen, on ne cherche pas à obtenir ou à atteindre la paix, on observe simplement ce mouvement incessant qui veut toujours devenir autre chose que ce qui est. Dès qu'on le voit clairement, alors c'est la détente. Cela ne signifie pas que le mental soit un ennemi, bien au contraire, on l'a dit, le mental est un outil merveilleux. C'est notre outil principal. Les ours ont des griffes, les lions ont des crocs et nous avons le mental. Sans lui, il serait impossible de parler, de conduire une voiture, de préparer un repas ou d'organiser une séchine. Le problème apparaît lorsque l'outil se prend pour le maître. C'est un peu comme un marteau qui voudrait décider lui-même de ce qu'il faut construire. Le mental est conçu pour analyser, pour mémoriser, pour résoudre des problèmes concrets, mais lorsqu'on lui laisse les commandes de l'existence entière, alors il dépasse, il déborde de sa fonction naturelle. Ils se mettent à comparer sans cesse. Mieux, moins bien, réussite, échec, gain, perte, reconnaissance, rejet, etc. Peu à peu, on finit par croire que ces comparaisons décrivent la réalité, alors qu'elles ne sont que des constructions mentales, à partir d'une construction mentale première qui s'appelle l'ego. La véritable difficulté ne réside donc pas dans le mental, mais dans le manque de vigilance. On se laisse déborder par l'outil. Sans attention, on se laisse hypnotiser par les histoires que l'esprit raconte. On croit à chaque pensée comme un spectateur pourrait être absorbé par un film. En fait, on est au cinéma du matin au soir. Par exemple, une pensée annonce un danger, on la croit. Une autre promet un bonheur futur, on la croit également. Une troisième raconte une injustice ancienne, eh bien, on replonge dans la colère. Le problème n'est pas la pensée elle-même, mais l'identification à la pensée. C'est quand on cesse d'obéir automatiquement au mental que quelque chose change. On devient observateur plutôt que victime. Alors les pensées continuent d'apparaître, ça ce n'est pas le problème, mais elles perdent leur pouvoir de fascination. Et l'on découvre que derrière le vacarme des pensées existe une tranquillité qui n'a jamais disparu en réalité. Elle est toujours là. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas du succès ou de l'échec.
elle ne dépend même pas de l'état émotionnel du moment. Elle ressemble à l'eau d'un seau que l'on cesse de vouloir calmer. Lorsque le mouvement de la main pour calmer l'eau du seau, lorsque le mouvement de la main s'arrête ou lorsqu'on retire sa main, alors la surface redevient naturellement calme. Ça, c'est la métaphore préférée. C'était la métaphore préférée de Deshimaru. On n'a rien ajouté. On n'a rien fabriqué. On a simplement cessé de perturber ce qui était déjà paisible par nature. Parce que la paix est l'état normal. La sérénité n'est pas un accomplissement personnel. Elle est la nature même de l'esprit lorsqu'il n'est plus encombré par les constructions du moi et ses agitations. Mais paradoxalement, cette paix peut être redoutée. Le silence, comme on l'a dit au départ, fait peur. Et il fait toujours peur à l'ego. Beaucoup disent vouloir la paix, mais à condition de ne jamais abandonner ce qui entretient leur agitation. Ils veulent la paix, mais à condition de vouloir rester agités. Car l'ego se nourrit des obstacles qu'il surmonte, des blessures qu'il raconte, autour de lui et des victoires qu'il accumule. Il aime être la victime. Le héros, le sauveur ou le martyr. Toutes ces identités, j'allais dire, tous ces déguisements lui donnent de la consistance à l'ego. Sans elle, il se sent menacé, il se sent inexistant, ce qui est la réalité, mais qu'il ne veut pas voir. C'est pourquoi il résiste subtilement au silence. Il préfère un conflit familier à une paix inconnue. Il préfère une souffrance connue à un espace où il n'a plus rien à défendre. Voilà, et ça, c'est ce que nous disait Bouddha. On peut l'observer, on peut observer ce mécanisme dans la vie quotidienne. Certains reviennent sans cesse sur les mêmes histoires, ils racontent les mêmes blessures depuis 20 ou 30 ans, d'autres entretiennent des querelles anciennes comme on entretient un feu fragile ou un feu qui démarre, parce que tous ces récits renforcent l'impression d'être quelqu'un. Les monuments, les trophées, les diplômes, les tombeaux, les souvenirs, tout cela devient matière à consolider l'identité. Ce n'est pas que ces choses soient mauvaises en elles-mêmes, c'est simplement qu'on les utilise pour confirmer l'existence d'un personnage imaginaire. L'ego adore les preuves. Il lui faut des traces, des témoignages, des récits. Si on n'entretient pas ces récits, eh bien, ils commencent à vaciller. C'est comme si on arrêtait de pédaler à vélo, eh bien, on vacille. Alors, le zen invite à un grand dépouillement. Non pas un dépouillement matériel, mais un dépouillement intérieur. On découvre qu'il est possible de déposer les armures que l'on porte depuis si longtemps. Il est possible de déposer les masques, les rôles.
et les concepts auxquels on s'accroche. Au début, on croit perdre quelque chose d'essentiel, puis on réalise que ce qui disparaît n'était qu'un fardeau, en fait. Une vieille parabole raconte qu'un voyageur transportait sur son dos un lourd sac rempli de pierres. Toute sa vie, il avait cru que ce sac le protégerait. Lorsqu'il posa ce sac enfin, il découvrit avec étonnement qu'il pouvait marcher librement. Ainsi en est-il de l'ego. Il est possible de vivre sans ego, sans la partie fictive de l'ego. Je ne parle pas de la partie outil. Ce qui semblait indispensable, en fait, pour ce voyageur, était la source de son épuisement. Tant que l'on croit devoir mériter la paix, celle-ci demeure hors de portée. Parce que la paix n'est pas quelque chose que l'on va décrocher. La rengaine de l'ego, c'est encore un petit effort pour aller décrocher la paix. Encore une petite étape, encore une petite amélioration. Il transforme même la spiritualité en projet personnel. Mais la véritable paix ne se trouve pas au bout du chemin. Comme on l'a dit il y a quelque temps, ce n'est pas un jambon en haut du mât de cocagne. Elle n'est pas une récompense, elle n'est pas le résultat d'une performance. Elle est déjà présente avant toute recherche. En fait, le jambon, il était en bas du mât, mais on ne le voit pas. Comme le ciel derrière les nuages, cette paix demeure intacte même lorsque les pensées l'obscurcissent. C'est simplement qu'on ne la voit pas. C'est pourquoi dans le Ben Doha, Maître Dogen explique que la pratique et l'éveil ne sont pas séparés. Lorsque l'on s'assoit simplement, sans chercher à obtenir quoi que ce soit, la réalité se manifeste telle qu'elle est. C'est justement quand on ne recherche plus à obtenir quoi que ce soit que la réalité se manifeste telle qu'elle est. Rien ne manque. Alors que reste-t-il lorsque les jeux de l'ego cessent de présenter un intérêt, lorsqu'ils cessent d'être intéressants, lorsqu'on s'en détache, autrement dit? Eh bien, il reste la vie ordinaire. Il reste le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, la pluie qui tombe, une tasse de thé fumante. Il reste le rire d'un enfant, le bâton d'encens dans la salle de méditation. Les choses apparaissent et disparaissent librement, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une histoire à leur sujet. On cesse de vouloir être quelqu'un de spécial. On rend son costume, son déguisement. On cesse même de vouloir être quelqu'un tout court. Et c'est comme ça que l'être humain n'est plus séparé du monde qu'il contemple. Comme l'enseignent les anciens maîtres, montagne, rivière, arbre et étoiles participent d'une même réalité indivisible. Dans cette paix, l'ego n'a pas besoin d'être détruit. Il cesse simplement de gêner. Autrement dit, on s'en fout.
Et ce qui demeure est ce qui a toujours été là. La nature fondamentale, silencieuse, vaste et libre, avant même que n'apparaisse l'idée d'un moi séparé.